pour débusquer la vie extraterrestre. Donc, j'ai fait une petite recherche, à l'instar de ce que j'ai fait pour la conférence de Ismaël Sadoul, une petite recherche sur le chiffre. Donc, j'ai trouvé les éléments suivants. C'est que le chiffre 8 représente la vérité, le réel, l'intégrité, l'indépendance, la sagesse intérieure et le discernement. Il annonce le désir de la paix et d'amour sur terre. Aussi la transformation du monde et la bonté. À une époque donnée, à Babylone, plus exactement, et en Égypte et en Arabie, le 8 était le nombre consacré au soleil. Et les Égyptiens encore, il est le chiffre de l'équilibre et de l'ordre cosmique. Il est considéré comme un nombre chanceux, notamment dans la culture chinoise. Il exprime aussi en Chine toujours la totalité de l'univers. Ce sont des éléments que j'ai trouvés et par hasard, ça colle exactement avec le thème de notre 8e conférence qui est organisée aujourd'hui par le réseau Tourisme en collaboration et en sponsoring de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Pour la main, Ismaël pour la suite. Ok, merci Si Youssef. Bonjour tout le monde, Ramadan Karim. Bonjour Simon Khaldoun, bienvenue sur la plateforme du Weekly e-Meeting Conference. Alors, permettez-moi de vous dire quelques mots premièrement pour le réseau ForestNet. Alors, ces conférences sont données dans le cadre du réseau ForestNet en collaboration avec le réseau des chercheurs marocains et la géologie minière, qui ont le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Zouhair El Khaldoun, professeur à l'Université Qadaya de Marrakech. Avant de présenter la biographie de Zouhair, je voudrais quand même donner un petit bref aperçu sur le réseau ForestNet, Phosphate Research Network, qui a vu le jour il y a plus de 2 années, grâce aux efforts de pas mal de collègues au niveau national et international, et qui regroupe un ensemble de chercheurs et ingénieurs du monde académique et industriel, travaillant sur des thématiques de recherche en relation avec la chaîne de valeur de l'industrie des phosphates, ainsi sur ces thématiques connexes. C'est un réseau qui s'est fixé plusieurs objectifs. J'en citerai le plus important, c'est le renforcement des échanges scientifiques, le partage de la connaissance, le réseautage, mais surtout la combinaison des efforts des chercheurs et ingénieurs pour affronter les défis scientifiques et technologiques de l'industrie des phosphates. Alors, avant de donner la parole au professeur Bredou, je voudrais exprimer l'immense plaisir, encore une fois, pour vous accueillir dans le cadre de ces week-ends. Le professeur Ben Khaldoun est titulaire d'un doctorat d'État en astrophysique de l'Université Qadaya de Marrakech et de l'Université de Nice, Sophie Saint-Pierre-Poulis en France, et d'un doctorat de 3e cycle en énergétique de l'Université de Provence en France. Il a rejoint l'Université de Marrakech en 1992, où il a créé le laboratoire d'astrophysique et de physique des hautes énergies en 1999. Il est le principal acteur, sinon le premier observatoire astronomique professionnel au Maroc, sur le site de Kaimden en 2007, qu'il dirige depuis cette date. Les travaux de recherche de professeur Ben Khaldoun sont connus et cités dans le monde entier grâce aux découvertes de premier plan en astronomie, dont l'une des plus importantes est le système d'explanté TRAPPIST-1, découverte opérée en coopération avec la NASA et publiée dans la revue Nature. La dernière découverte date de cette semaine, du 1er 2020, et qui concerne la caractérisation des atmosphères des exoplanètes. Ce travail qui vient d'être publié dans un grand journal regroupe des chercheurs de l'UQAR, une doctorante de l'Université de Qadaya, de l'Observatoire de Camden, en collaboration avec la NASA Annex Virtual Planetary Laboratory et le Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. Bien sûr, si je veux lire toute la biographie que vous retrouvez sur le site de ForestNet, je vais m'accaparer toute la durée qui est dédiée à cette conférence, mais je vous invite à taper sur n'importe quel outil de recherche du mot Ben Khaldoun et vous en aurez plein les yeux. Voilà, c'est Ben Khaldoun. Encore une fois, merci d'avoir accepté de dispenser cette conférence. Je vous laisse la parole pour nous emmener vers les étoiles. À vous la parole. Ismaël, si vous permettez, et par cette présentation, vous avez déjà la main sur LinkedIn pour partager ma présentation. Je voudrais juste annoncer quelques indications concernant la conférence d'aujourd'hui. Donc, comme vous avez bien remarqué, donc, l'ensemble des chers participants, tous les micros sont désactivés. Donc, et vous pouvez
sûr poser des questions à n'importe quel moment en utilisant la barre activée à votre droite et R, c'est question-réponse, qui est à votre droite. Donc, nous souhaitons aussi avoir une session interactive. Donc, et par conséquent, une fois à la fin de la conférence, vous allez activer une option qui s'appelle lever la main, s'il vous plaît, pour poser la question, il faut cliquer sur cette option et on procédera, on annoncera le nom de la personne et puis on activera votre présenter et poser votre question. Donc, en tout moment, vous pouvez toujours, bien sûr, consulter notre site de réseau Forestnet www.forestnet.org. Et concernant les attestations de participation, elles sont bien sûr prévues, mais elles sont conditionnées par un score qu'il faut obtenir en passant un quiz qui a été préparé par le professeur. Donc, il faut avoir au moins 3 sur 6 cette fois-ci. Le lien sera partagé avec vous dans l'option chat à votre droite. Le lien n'est pas actif, il sera activé à la fin de toute la session. Donc, il sera activé pour une durée de 1 heure. Donc, on ne va pas envoyer le lien par mail, rien du tout. Vous allez trouver ça sur l'option chat. Et puis, voilà. Donc, pour la parole, vous pouvez partager. Merci, bonjour à vous tous. Merci Si Youssef, merci Si Ismaël pour ton élégante présentation. Je vais vous parler aujourd'hui d'un thème qui attire beaucoup, qui intéresse l'imaginaire de l'humain, avec un grand H. Preuve en est le nombre incroyable de productions cinématographiques, littéraires, etc., sur le thème de l'existence de la vie ailleurs, des extraterrestres, de la conquête de l'espace, et j'en passe. Je vais partager mon écran avec vous pour la présentation. Voilà, donc la thématique, c'est la vie ailleurs sur la planète Terre. Et évidemment, la réponse que je vous propose n'est certainement pas complète et ne sera certainement pas convaincante pour vous tous à la fin de cette présentation, mais ceci nous permet en fait de présenter la contribution, notre contribution, celle de l'Observatoire de l'Ouklimane en particulier et du laboratoire de physique des hautes énergies et astrophysique de l'Université Qada Iyad aux recherches qui ont lieu dans cette direction ou en connexion plutôt avec ce thème très vaste et qui par essence est plus philosophique que scientifique. Donc soyons dès le départ, mettons-nous d'accord que la réponse que j'apporterai ici, c'est une réponse modeste qui me permet d'abord de présenter l'observatoire et ses thématiques, et ensuite de dire comment on appréhende d'une façon scientifique la question de savoir, de trouver la trace de vie ailleurs que sur la planète Terre. Voilà, alors je commencerai par présenter l'observatoire en mettant, si vous voulez, au premier plan la découverte dont a parlé Ismaël tout à l'heure et qui concerne le système TRAPPIST, qui est TRAPPIST 1, et le nom qui a été donné à une étoile qui se trouve à 40 années-lumière de notre système solaire et qui a été découverte en partie en collaboration avec les chercheurs de l'Observatoire de l'Ouklimane et d'autres, plusieurs chercheurs, plusieurs équipes de recherche par le monde. J'y reviendrai, mais il s'agit d'un système donc qui possède des planètes. Donc c'est une étoile qui a dans son voisinage plusieurs planètes dont les caractéristiques se rapprochent en fait. Je dirais que c'est celle qui se rapproche le plus à l'état actuel de la morphologie de ce que nous avons pour notre planète Terre. Alors, juste un petit
petite parenthèse pour vous présenter des graphiques. Lorsqu'on essaie de chercher évidemment l'évolution d'une thématique quelque part et de la recherche scientifique qui est faite dans cette thématique, dans un endroit donné, on utilise des bases de données, elles sont diverses. La base de données la plus utilisée pour les astronomes, les astrophysiciens, c'est celle que vous voyez en haut de votre écran, qui est opérée par l'université de Harvard, c'est le NASA ADS System. Et donc, à partir de là, vous pouvez tracer des graphiques pour la métrique des recherches qui sont faites. Et comme vous voyez ici, alors dans le premier graphique, je présente le nombre d'articles qui sont publiés au Maroc dans la thématique astrophysique et où l'université de Marrakech a, je dirais, la part du lion. Et vous voyez donc l'évolution constante et surtout l'année 2019, un morceau en ce qui concerne le nombre d'articles publiés. Un paramètre important est aussi le nombre de citations. Et donc vous voyez que depuis 88, où il n'y avait pratiquement pas de citations des recherches effectuées au Maroc en astrophysique, la courbe n'a cessé d'augmenter pour atteindre des citations correctes, très importantes. On en est maintenant à quelques 8 000 citations en total de papier concernant les travaux qui sont... Alors là, je me restreins évidemment aux travaux qui portent l'affiliation des institutions marocaines. Je ne parle pas de la contribution des chercheurs marocains qui peuvent se trouver ailleurs, aux États-Unis, en Europe, etc. C'est vraiment les chercheurs, les recherches qui sont lieux, qui sont domiciliés dans les universités marocaines en particulier. Il y a le H-index que les chercheurs connaissent bien, qui est un indicateur de performance, je dirais, qui est relié aussi évidemment au nombre de citations, au nombre de publications. Et vous voyez qu'il est tous les index, en fait, tous les indices sont en évolution constante. Et pour certains d'entre eux, il y a une même augmentation exponentielle, donc, si on le IDIS index par exemple. Voilà. Alors, il serait long et fastidieux, et de toute façon, cela fait l'objet d'une autre conférence que je viens de donner et que je peux partager avec vous, de relater toute l'historique de ce qui a été fait depuis 84-86, au moment où moi-même j'ai rejoint le Maroc après mes études en France, et donc avec enfin, avec des collègues, plutôt de 4 chercheurs, tous ayant fait leurs études à l'université de Nice, et ensemble avons décidé de réaliser ce projet, de développer l'astrophysique d'abord et de créer un observatoire comme outil de développement de cette science au Maroc. Vous voyez, il y a eu plusieurs événements marquants que j'ai mis en garde dans cette historique, avec une accélération des découvertes et des publications, des études intéressantes qui ont été faites ces dernières années. L'observatoire de Locaïmden, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, se trouve sur le site de Locaïmden, qui est connu par sa station de ski en particulier. Il est situé à 2700 mètres d'altitude. Il comporte actuellement 5 coupoles. Donc, dans chaque coupole, il y a un télescope. Et en plus de plusieurs autres instruments de mesure que je ne relaterai pas en détail ici, n'ayant pas évidemment le temps de tout montrer. Je m'intéresserai aux principales coupoles ou aux principaux instruments que je présenterai d'une façon très brève. Il y a un télescope qui a été financé, monté complètement avec les fonds de l'Université travaillée du laboratoire de physique des hautes énergies astrophysiques, et qui se trouve dans ce que je appelle la coupole principale que vous voyez là, centrale, la plus haute.
Et c'est un télescope qui est actuellement dédié à la spectroscopie, et on va revenir dans la présentation sur l'importance de la spectroscopie dans l'analyse des différents objets de l'univers. Donc, il y a, en 2007, on a renouvelé plutôt, puisque bien avant cela, on a commencé à faire des observations, bien avant la construction de l'observatoire. Et en 2007, c'était l'inauguration officielle de l'observatoire et donc de ce premier télescope. En 2011, fin 2010, début 2011, on a reçu une opportunité d'installation d'un nouveau télescope plus grand, plus important que celui que nous avons dans la tour principale. Il fait un diamètre de 50 cm et il s'intitule MOSS pour Moroccan Ookenden Sky Survey, qui est dédié principalement aux découvertes, à la détection des petits objets du système solaire, ce qu'on appelle en anglais les near objects, les astéroïdes en particulier, les comètes, et plus spécialement les géocroiseurs qui revêtent une importance particulière du fait du risque qu'ils ont de rencontrer un jour la planète Terre et de constituer un danger pour eux. Il y a l'expérience Renoir, on ne voit pas bien sur le diapositive, elle est derrière la tour principale. C'est en fait une instrumentation dédiée à la thématique qu'on appelle météo de l'espace, et où il s'agit de monitorer, de mesurer l'espace dans une partie de l'atmosphère qui s'appelle l'ionosphère, chargée donc en particules en ions, et donc qui a son importance en particulier dans l'effet que ça peut avoir sur les télécommunications satellitaires. Et donc cette expérience a été montée en coopération avec une équipe américaine de l'université de l'Illinois. Et en 2013, elle a été donc installée. En 2015, vous voyez la coupole tout à fait à gauche de la présentation. Et c'est une coupole qui est dédiée à l'observation luno-solaire, la Lune et le Soleil. Et en particulier, elle a été donnée, cette instrumentation, par l'université King Abdelaziz de l'Arabie Saoudite. Et ça a été installé en 2015. Et le programme principal que nous comptons démarrer, nous comptons faire avec cette instrumentation-là, c'est l'observation des flashs lunaires. Alors ensuite, il y a la coupole OWENNET, qui est un projet de coopération avec l'Agence spatiale coréenne, la Corée, qui sont là, qui ont demandé aussi à installer un de leurs télescopes chez nous. Et donc, on en a profité pour investir le domaine des débris spatiaux. Et donc, c'est un télescope qui est très rapide et qui a plusieurs possibilités dans divers champs disciplinaires. La thématique principale, c'est les débris de l'espace, mais nous l'utilisons par exemple aussi pour notre programme sur les exoplanètes. En 2016, enfin, la dernière coupole installée, c'est celle du télescope TRAPPIST Nord, puisqu'il existe un autre TRAPPIST au Chili, un télescope équivalent, le même, son jumeau, qui a été déjà installé en 2010 aussi au Chili. Et l'équipe derrière le projet a voulu avoir un télescope dans l'hémisphère nord pour compléter les observations qui se font à partir de l'hémisphère sud. Et leur choix s'est donc porté sur l'observatoire de Kourou. Voilà, et en plus, il y a plusieurs instrumentations, comme je vous ai dit. Là, je cite juste des caméras pour la détection des météores. Vous savez, les météores, c'est ce qu'on appelle couramment les étoiles filantes. Certaines de ces étoiles filantes sont assez grosses pour faire partie de la famille de ce qu'on appelle les météores et qui peuvent finir par tomber sur Terre et donc donner lieu à des météorites. Et comme vous le savez, c'est une richesse très importante que de pouvoir aller chercher des météorites, de les étudier, de voir leur composition
et donc de là remonter à ce qui nous arrive de l'espace, et donc de l'extérieur de notre planète. Voilà. Alors, on va parler plus donc, de la possibilité d'existence de vie, et donc ça fait partie, cette thématique, de la thématique des exoplanètes, mais non, l'exobiologie, elle est très vaste. Il existe une thématique maintenant à part entière, exo-astrophysique ou exobiologie, et qui s'intéresse donc à la recherche des signatures diverses qu'on peut trouver de l'existence de la vie ailleurs que sur la planète Terre. Une des branches accessibles pour nous est celle des exoplanètes, puisque, comme nous allons le voir, avec des instruments relativement modestes, on peut déjà commencer à les détecter, ces exoplanètes, et même faire quelques études intéressantes concernant leur caractérisation, disons, à plusieurs ordres. Mais déjà les détecter est une porte importante pour nous, puisque cela nous permet de nous placer dans les standards, dans les radars de la communauté astrophysique mondiale dans ces thématiques-là, et donc par-delà avoir accès aux données de mesure des grands télescopes et des télescopes spatiaux, et donc d'étudier et d'analyser les données, ces instruments puissants, à partir de notre laboratoire, tout simplement, avec évidemment des moyens de calcul, des fois, qui nécessitent un peu de puissance, mais pas énormément. Alors, cette thématique donc a commencé en fait à l'Observatoire en 2010. Nous avons proposé donc à cette date-là un premier sujet de thèse de doctorat dans cette thématique. Il a été porté par un des collègues, mais non, il a été recruté récemment dans l'université, à la faculté CEFI, la faculté polydisciplinaire de SFI, M. D'Asso, et donc qui a commencé sa thèse en cherchant à détecter les exoplanètes. Et il a pu soutenir sa thèse en 2015. Et vous le voyez juste avant l'installation du télescope TRAPPIST en 2016. Et en 2017, notre équipe de Marrakech est définitivement rentrée de plein pied, je dirais, dans la communauté des chercheurs qui s'intéressent à ces aspects d'exoplanètes en général et dans la recherche de signatures de vie dans ces exoplanètes à partir de 2017 et la fameuse découverte TRAPPIST-1 sur laquelle nous allons revenir. Alors, ça a fait beaucoup de bruit, on va le voir par quelques coupures de presse que je vais vous présenter. Ce système est très important, je dirais même avec peu de probabilité de risque de me tromper, que c'est le système le plus probable où on peut détecter les signatures, l'existence des signatures de ce qu'on appelle les biomarqueurs dans l'atmosphère des planètes constituant ce système. Alors pourquoi? Parce que d'abord, c'est un système constitué de 7 planètes qui sont toutes telluriques. Vous savez que dans le système solaire, il y a 8 planètes, et 3 seulement de ces planètes, 4, sont telluriques, les autres sont gazeuses. Et donc, là, c'est 7 planètes telluriques, et 3 de ces planètes se trouvent dans une zone que nous appelons la zone habitable. Alors, je reviendrai sur ces notions-là, mais cette découverte était tellement considérée comme importante que la meilleure des revues qui existent maintenant, du point de vue de sa renommée, Nature avec Science, sont les meilleures revues internationales. Donc, non seulement le papier a été accepté, publication dans cette revue, mais ça a fait la couverture du mois de février 2017 de la couverture Nature. Vous le voyez, le papier est là.
avait comme surligné Khalid Barkawi, un de nos étudiants que nous avons au laboratoire, comme co-auteur de cette publication. Alors, là, c'est un tableau qui présente les observations effectuées par plusieurs télescopes concernant ce système-là. La première découverte de ce système a en fait été faite par le télescope TRAPPIST Sud, que vous voyez en haut de ce tableau, qui a commencé par faire des observations de ce système très tôt, en 2013, comme vous le voyez, puis en 2015, et c'est en fin 2015 en fait que le système a été trouvé, mais avec l'existence, on pensait qu'il n'y avait que 3 planètes. Il a fallu donc aller un peu plus profondément, et c'est là où l'équipe belge derrière ce projet TRAPPIST a demandé à plusieurs autres observatoires de s'intéresser à ce système. Et donc, vous le voyez, de haut en bas, il y a le Spitzer. Spitzer, c'est un télescope spatial opéré par la NASA avec l'instrumentation qui s'appelle IRAC, qui observe donc l'infrarouge. Ensuite, il y a eu TRAPPIST Nord qui se trouve à l'observatoire de Lupinde. Il y a d'autres observatoires qui se trouvent à Hawaï, qui se trouvent aux îles Canaries. Il y a le VLT que vous connaissez qui se trouve au Chili. Et donc, tous ces observatoires ont observé ce système. Et vous avez dans les colonnes le nombre d'heures d'observation. Vous voyez que pour TRAPPIST Nord, par exemple, il a observé, c'est après TRAPPIST Sud, et si on n'a pas en compte évidemment Spitzer qui est un télescope spatial et donc il peut observer tout le temps en continu, vous avez TRAPPIST Nord qui a observé pendant 206 heures. Ces statistiques remontent au moment de la découverte. Évidemment, maintenant, depuis, nous avons encore observé ce système plusieurs fois et nous avons beaucoup plus de statistiques sur ce système. Donc, avec un nombre 75, en 2016 seulement, nous avons obtenu 75 courbes de lumière de ce système dans une bande passante I plus Z qui est dans l'infrarouge, en gros. Et comme vous le voyez, le TRAPPIST Nord a surtout observé les planètes, le transit des planètes B, C et E. Donc, 4 fois la planète B. Là, j'encadre pour bien vous montrer la contribution de l'observatoire de Lupinde. 4 fois la planète B, 3 fois la planète C et 1 fois le transit de la planète E. Voilà, comme je le disais, ça a fait la une de pratiquement toutes les revues scientifiques, aussi bien, comme je l'ai dit, Nature, ça a fait la couverture de Nature, mais ça a fait aussi la couverture de plusieurs revues qui s'intéressent à la science et aux découvertes en général. Évidemment, on va parler au Maroc aussi. Vous voyez ici quelques articles communiqués officiels, puis quelques articles de presse qui sont venus rendre hommage à la participation donc, de l'équipe marocaine à cette découverte. J'en ai sélectionné quelques-unes, mais il y a vraiment beaucoup. La revue Astronomie aussi. Il y a eu des vidéos qui ont été des reportages donc, visuels sur l'observatoire qui ont été faits à l'occasion de cette découverte. Là, évidemment, tout le travail qui est fait, il faut rendre hommage aux chercheurs, à tous les collègues chercheurs du laboratoire, mais je dirais et surtout aux doctorants, à la jeune génération qui arrive. Et vous voyez ici quelques doctorants, ils ne sont pas tous là, du laboratoire. Et parmi ces doctorants, on peut distinguer Ahmed Dassou, qui a le premier commencé sa thèse sur cette thématique, et puis Khalid Barkawi, qui a participé à la découverte de TRAPPIST 1, et aussi Shouka Lila, qui a publié le dernier article dont on va parler à la fin de cette présentation. Alors, Pardon? On n'a pas vu la photo.
apparemment, il y a un décalage. J'ai été trop rapide sur la photo. Oui, parce que la slide qui est affichée, c'est Seven Changes of Life, for Life. Zoher, qu'il y a un décalage entre les slides, ta présentation, ce qu'on voit. Ah, d'accord, donc il faut que j'aille doucement ou doucement? Bon, il faut aller tout doucement. Là, on est sur le. D'accord. On est sur Seven Chances for Life. Là, vous avez quoi à l'écran? Seven Chances for Life. اللي كاين فيه les news, etc. La diffusion de votre découverte sur pas mal de journaux. Ah, d'accord, donc on va attendre peut-être un peu. Là, moi, je suis à une photo où il y a les doctorants. Là, Sinon, juste avant. sinon, vous pouvez faire c'est que arrêter le partage et puis on repartage. Là, j'arrête le mode plein écran. Vous avez quoi sur l'écran? Vous avez toujours le Après, même je vais repartager. Là, Ouais. toujours la même? Ce que tu fais à Zoher, tu arrêtes le partage et tu le refais. Voilà, tu refais le partage. Là, on est. مقصد اوكي نفس اخلق جديد بعد هذا. D'accord, alors je vais arrêter le partage comme vous dites. Partage et refaire le partage. Excusez-moi, est-ce que vous nous entendez? Allô, c'est Zoé, est-ce que vous nous entendez? Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, Là, c'est c'est bon bon. maintenant, c'est bon. On a la photo des étudiants. Ok. Et là, vous m'entendez ou pas? Très bien, C'est bon, très bien. on entend très bien. Vous pouvez D'accord. remettre votre caméra si vous voulez aussi. Là, vous avez la photo des étudiants. Hein? Oui, parfait, oui, c'est bon. C'est la photo des C'est bon? étudiants. C'est Voilà, bon, donc Zoher. C'est bon. voilà, je disais que c'était donc là les étudiants du laboratoire qui avaient organisé une Vous pouvez petite. remettre votre caméra. Vous pouvez remettre votre- Vas-y, c'est Zoher. Oui. Là, je disais que c'était les doctorants du laboratoire qui avaient à l'occasion de Trappist, de la découverte Trappist, organisé une petite réception. Voilà. Alors, le système Trappist, pourquoi ce nom-là? C'est en fait Transiting Planet and Planetesimal with Small Telescope. Donc, c'est des télescopes qui ne sont pas très, très grands, c'est des télescopes qui sont relativement modestes, évidemment, comparés aux télescopes géants dans le domaine. Et donc, c'est un programme qui a démarré d'abord par une équipe belge qui a proposé, au lieu de chercher des exoplanètes toujours autour des étoiles qui ressemblent au Soleil, pourquoi ne pas aller s'intéresser là où c'est plus facile de les voir, c'est-à-dire les étoiles qui sont plus petites, donc beaucoup moins lumineuses que le Soleil, et aucune raison n'empêcherait l'existence de planètes au voisinage donc, de ce type d'étoiles.
plus facile donc à détecter vu de leur faible luminosité par rapport aux étoiles de la famille du Soleil. Donc voilà, ça c'est l'idée centrale qui a permis d'aller vers TRAPPIST. Donc là, sur ce slide, j'espère que ça passe assez vite. Là, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est le télescope TRAPPIST. Est-ce que vous le voyez à l'observatoire de Lukeimden? Oui, vous le voyez ou pas? C'est Zoher. Oui. Premièrement, il y a un problème de connexion. Est-ce que tu peux éliminer ta connexion vidéo carrément et laisser contrôler l'espace? Et là, on est sur Main Objective of TRAPPIST North. Je ne sais pas si tu es aussi. Non, moi je suis sur celle qui est après. Donc, ouais, il faut faire. Ça veut dire qu'il y a un grand décalage. Il y a un décalage, il y a un problème de débit. Oui. Ben, j'arrête déjà la vidéo, comme vous dites. Voilà, et je reprends là au slide où on est sur la construction du télescope TRAPPIST avec une grue. Vous voyez? Non. Moi, ce que j'ai, c'est le Main Objective of TRAPPIST. Il y en a juste avant, je pense. La slide avant. C'est juste avant. Ça ne va pas être évident d'aller vite avec le décalage qu'il y a dans la présentation des slides. Donc, je ne sais pas si peut-être enlever le mode plein écran. C'est un peu... Peut-être. Essayez d'enlever le mode plein écran. Pour... Là, c'est bon. Là, c'est bon. Je vais aller sans le mode pour essayer de ne pas bouffer aux sources. Donc là, vous voyez... Grue, c'est bon, on voit la grue. Voilà, vous voyez la grue, le télescope et la première image du ciel profond prise par le télescope TRAPPIST. Et la première courbe de lumière qui a permis de valider l'instrumentation. Vous le voyez dans le slide suivant, une communication, une publication qui a été faite à cette occasion, à l'occasion d'un congrès international qui a eu lieu à l'université de Sharqa, aux Émirats arabes, et où on a présenté donc la première publication concernant le TRAPPIST Nord en termes de validation comme instrumentation de mesure. Voilà. Alors là j'en suis à un slide où vous voyez probablement le Google, non? Summary of TRAPPIST-1 Discovery. Est-ce que vous y êtes? Ça passe? Pas encore, pas encore. Pas encore, ouais. C'est dommage. Ça va nous... Non, ben on a le temps. Beaucoup de temps. Problème technique, tu sais. Sauf si vous avez d'autres applications, si vous avez ouvert en parallèle avec la si vous pouvez faire ça va être ça vous aide du maximum. Là, j'en suis, moi, à une diapositive où il y a la question qui attend TRAPPIST 1. Est-ce que vous l'avez ou pas? Non, non. Non, moi, je suis toujours sur la grue. Eh ben, ouais. Bon, là, c'est bon. Là, c'est bon. Zoher, là, c'est bon. On a une publication, Yak? Page de publication. Ben, de la publication, donc, là, je disais que concernant la publication, c'était la première fois où, dans un congrès international, nous avons montré les possibilités qu'offrait TRAPPIST à l'Observatoire de l'UQI pour l'observation des exoplanètes. Alors, pour ce qui suit, la plupart des diapositives sont en anglais. Je pense que vous
pourrez suivre, je vais toutes les commenter, mais je n'ai pas eu le temps de tout traduire en français. Donc, quelles sont les questions? La question qui peut se poser, qu'on se pose et qu'on se pose aujourd'hui, et qu'on peut demander à Trappist, hein, c'est-à-dire ce système-là, est-ce qu'il peut nous donner sa réponse? Voilà. Alors, vous voyez, là, on se pose la question, sommes-nous seuls dans l'univers? Je ne sais pas si vous le voyez. Vas-y, enchaîne à Césaire, vas-y. Voilà. Alors là, il y a un pingouin. Est-ce que vous voyez le pingouin? Non, toujours pas. Pas encore, on a juste le titre. Lorsqu'il y a des photos, ça prend beaucoup de temps à passer. C'est bon, parce que les photos sont volumineuses. Voilà, le pingouin est là, c'est bon. Voilà. Donc, vous voyez ce pingouin, si vous voyez autour de lui, évidemment, à partir de la photo qui a été prise, on peut aller très loin et on ne voit rien. Donc, à son horizon, à l'horizon de celui qui observe, il peut ne rien voir, bien que d'autres populations peuvent exister, mais qui sont ou loin ou cachées par divers obstacles. Vous voyez là, par exemple, le pingouin, de même, s'il monte sur un monticule qui est juste à côté de lui, ça va faire que ça passe et que vous le voyez, alors il va voir qu'il n'est pas seul, il y a plusieurs autres pingouins. Donc il a suffi qu'il franchisse une montagne, il monte sur le sommet d'une montagne pour se rendre compte, pour découvrir l'existence des espèces qui lui ressemblent et qui sont nombreuses. Donc voilà, alors si j'ai voulu utiliser, alors on peut aller encore plus loin, en allant un peu plus loin, on voit que non seulement il y a plusieurs pingouins, mais vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez dans le slide déjà, au fond, Pas encore. au fond, il y a plusieurs pingouins, mais au fond, il y a aussi des cabanes. Ça veut dire qu'il y a des envahisseurs, entre guillemets. C'est les humains qui sont allés au pôle sud, ce qu'on appelle le DOMC. Le DOMC est un des observatoires les plus connus au niveau mondial pour les observations de qualité. Et donc, il y a même les humains qui sont venus coloniser, entre guillemets, cet espace qui était plutôt désertique et où il n'y avait que les marsouins. Donc, voilà, j'ai voulu juste imager un peu cette notion que nous avons, sommes-nous seuls quelque part? Donc, ça dépend. La réponse à la question dépend de l'environnement, dépend de notre capacité à aller au-delà de notre horizon proche et d'atteindre donc des horizons de plus en plus éloignés. Alors, longtemps, c'est la réponse à cette question-là est venue à partir de ce qu'on appelle les arguments probabilistes. Je présente ici les fameuses devises de Shaddock qui jouent à ce qu'on appelle le bilboquet, c'est-à-dire une boule qu'on essaye de mettre sur un pic. Et il faut s'en prendre à plusieurs reprises pour pouvoir réussir le test. Et donc, les arguments probabilistes disent que, étant donné le nombre d'étoiles qui existent d'abord dans notre galaxie, des milliards d'étoiles, et étant donné le nombre de galaxies qui existent dans l'univers, c'est des milliards aussi, et donc la quantité en nombre est tellement énorme, des centaines de milliards d'étoiles dans l'univers, et donc évidemment, de plus en plus, on est en train de démontrer que pratiquement toutes les étoiles ont un système planétaire. Et donc, l'argument probabiliste dirait que la loi des grands nombres fait que si on répète plusieurs fois
l'expérience. Donc, si on cherche vraiment de plus en plus là où on peut chercher, c'est-à-dire dans les étoiles, et les diverses étoiles qui nous sont accessibles, on finira bien par trouver quelque part. Ça, c'est des arguments probabilistes qui se basent sur le dénombrement. Vous voyez, là, on est au slide argument probabiliste. Est-ce qu'on y est tous? On est sur le slide argument probabilisté avec le bonhomme avec la boule sur la tête. Voilà, d'accord. Alors, c'est Shadok, donc, qui dit qu'en essayant continuellement, on finit par réussir. Et donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Voilà, et donc la question, où sommes-nous, où s'arrête notre univers? Cet argument probabiliste, il est réfuté par plusieurs chercheurs, parce qu'ils disent que aussi, il y a un extraordinaire concours de circonstances qui a pu que la vie a pu avoir lieu sur Terre. Donc, les biologistes nous en diront certainement plus sur la complexité de la vie. Alors, revenons à cet argument probabiliste, et je ne sais pas si vous voyez là une photo de 10. Vous voyez la photo où il y a 10 personnes? Non, petit et flou, c'est ça? Pardon? C'est bon, oui, d'accord. Sur cette photo, vous voyez une dizaine de personnes. Et donc, la question que je vous pose, qu'on peut se poser, comment est-ce qu'on peut dire que si cette photo réussit ou pas? Alors évidemment, c'est très large comme question, mais si la question est-ce que chaque personnage dans cette photo-là est réussi, c'est-à-dire qu'il ne ferme pas les yeux, c'est-à-dire qu'il ne détourne pas la tête, c'est-à-dire qu'il n'est pas flou, etc. Et donc on peut dire que chaque personne sur la photo a une probabilité de 1 sur 2 pour que la photo réussisse, si on est optimiste. C'est-à-dire que, en gros, on dit s'il y a un seul personnage, il faut prendre 2 photos pour réussir la photo. Voilà. Alors, évidemment, si on a 10 personnes et que pour chaque personnage, il faut 2 photos, le chiffre va monter très vite, on va le voir par la suite. Là, je montre une autre photo assez ancienne. Certains universités fadéiades vont s'y reconnaître, probablement, où il y a une trentaine de personnes. Donc avec 30 personnes, c'est encore plus. Est-ce que tous regardent la caméra? Non, vous voyez qu'il y en a qui ne regardent pas. Est-ce que d'autres qui s'attendent, etc. Donc, il faut répéter plusieurs fois. Et plus il y a de nombre de personnes sur la photo, plus il faut répéter. Donc, amusons-nous à faire un petit calcul pour réussir une photo. Donc là, si on a 10 personnes... Oui, là j'en suis donc à montrer des chiffres. D'accord, j'attends un petit peu, mais vous pouvez m'écouter en attendant de toute façon. Bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Voilà. Alors donc, s'il y a 2 personnes, il faut multiplier par 2. S'il y a 3 personnes, il faut multiplier par 8, et ainsi de suite. Donc, 10 personnes, on est à 1024. Disons, on peut arrondir à 1000. Voilà. Donc, vous voyez que si on a 10 personnes, les probabilités disent qu'il faut quand même prendre 1000 photos pour vraiment dire qu'une photo est réussie. Pour 30 personnes, ça monte vite. Pour 30 personnes, on est déjà à 1 milliard. Donc, vous voyez que c'est énorme. Alors, ne parlons pas si nous sommes dans un congrès scientifique où il y a 300 personnes et on veut réussir réellement une photo. Alors là, on ne peut plus parler même de milliards, c'est des 10 à la puissance 90 photos qu'il faudrait prendre pour la réussir. Donc voilà, alors ceci contrebalance un peu, réfute l'argument probabiliste parce que les nombres, on ne peut pas vraiment s'y fier. La probabilité est une science maintenant, c'est une science qui est beaucoup utilisée, mais pour répondre à la question aussi importante de l'existence de vie, il ne faut pas s'arrêter à la probabilité. Par exemple, ce chiffre de 10 puissance 90, vous pouvez le comparer à ce que je montre ici en bas, au nombre d'atomes dans l'univers. Donc, si vous considérez que
dans une étoile comme le Soleil, il y a 10 puissance 57 atomes. Alors, le calcul est fait sur la base que nous avons une masse, la masse du Soleil, on la connaît, c'est 10 puissance de 3 grammes, 33, pardon. Vous multipliez, vous savez qu'un gramme de matière contient 0,5 fois 10 puissance 24 atomes, et donc la masse et la masse de protons est voisine de 1,7 fois 10 puissance 24. Vous voyez qu'on arrive à ce chiffre de 10 puissance 57. Alors, si on va dans une galaxie, sachant que nous avons une centaine de milliards de galaxies, le chiffre monte à 10 puissance 68. Et si on est dans l'univers, encore une centaine de milliards, le chiffre monte à 10 puissance 80. Donc, vous voyez qu'il y a moins d'atomes dans l'univers que le nombre de photos qu'il faut prendre pour réussir une photo de 300 personnes. Donc voilà, ça contrebalance un peu cette question-là d'argument probabiliste. Donc, la question que les scientifiques ont dit, on va appréhender, on va laisser évidemment les supputations, les interrogations philosophiques, et on va suivre la méthodologie scientifique pour la recherche d'exoplanètes. Enfin, la recherche de vie ailleurs, et on en arrive ensuite aux exoplanètes. Donc, le système qu'on connaît très bien, évidemment, c'est notre Terre. On le connaît, on y vit dedans, on connaît, les biologistes ont beaucoup étudié les énigmes de la vie, de la naissance de la vie sur Terre, etc. Mais nous avons en plus, maintenant, les dernières années, grâce au développement technologique et aux satellites, on peut observer notre Terre de l'espace et donc voir comment elle est perçue à partir de l'espace et donc l'utiliser comme modèle. On ne peut pas faire autre chose en science. Lorsqu'on veut comparer, on a besoin de modèles. On a besoin de modèles et on a besoin de valider le modèle. Et donc, comme validation de modèle, pour l'instant, il n'y a pas autre planète que la Terre pour pouvoir valider les modèles, les différents modèles qu'on peut construire. Voilà. Voilà donc une image satellitaire du globe terrestre qui vous montre les détails, par exemple les océans, par exemple là où il y a les déserts en jaune, etc. Donc vous voyez qu'avec la nuance de couleur, donc on arrive aux longueurs d'onde, si on arrive à sonder la Terre à plusieurs longueurs d'onde, on est capable de détecter les détails que constitue donc le globe terrestre en termes d'eau, principalement tout ce qui est bleu, en termes de végétation, tout ce qui est vert, en termes de désert, par exemple, tout ce qui est jaune. Voilà. Alors, c'est cette méthode de télédétection, on va appliquer d'une façon analogue, on va essayer de l'appliquer aux planètes qui se trouvent ailleurs que dans le système solaire. Alors, pourquoi ailleurs que dans le système solaire? Eh bien, parce que notre système solaire, vous le connaissez, il y a donc le Soleil, après Mercure, Vénus, la Terre, Mars, puis Jupiter, puis Saturne, puis Uranus et Neptune. Jusqu'à Mars, nous avons donc 4 planètes qui sont telluriques, c'est-à-dire rocheuses, et au-delà, à partir de Jupiter, c'est des étoiles qui sont gazeuses, géantes et gazeuses. Alors, il se trouve que si quelqu'un veut observer de loin notre système solaire, ce qu'il aura la chance d'observer le plus, c'est en fait la plus grosse planète de notre système solaire. Donc, c'est Jupiter. Et Jupiter, vous voyez, ce n'est pas une planète propice à l'existence de vie, vu sa nature gazeuse en premier lieu, et vu ensuite, évidemment, aux connaissances que nous avons pu avoir de ces planètes grâce aux sondes qui ont été envoyées, les sondes voyageurs en particulier, mais pas seulement. Donc, on est confiné à chercher, si vous voulez, sur ces planètes-là, telluriques. Alors, je ne sais pas si le slide est passé. Là, normalement, vous devez avoir un slide où il n'y a que 4 planètes, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Est-ce que vous y êtes? Allô?
Très bien, on y est. Et Yes. profitons du passage à Zoher. On a 10 à 15 minutes. Tu gères le temps. Tu gères le temps. Vas-y, Ça va. vas-y. Surtout avec le décalage, ça ne va pas être évident. Bon. Donc là, vous avez les 4 planètes telluriques. Je switch tout de suite sur le fait que ces 4 planètes telluriques, il n'y a en fait que 3 d'entre elles qui sont dans ce qu'on appelle la zone habitable. Alors la zone habitable, ça veut dire, elle est définie, elle est maintenant de plus en plus complexifiée avec les différentes hypothèses qu'on se pose, mais en gros, c'est là où il y a la température adéquate et les conditions adéquates pour pouvoir retenir une atmosphère autour d'une planète, en gros. Et donc, pour le système solaire, on voit que ce slide-là montre la zone habitable qui est en vert. Et dans cette zone habitable, il n'y a que Vénus, la Terre et Mars. Mais nous connaissons très bien Mars. On y a envoyé Vénus aussi. On y a envoyé des sondes, mais Mars en particulier. Vénus se trouve à la limite de la zone habitable, mais Mars se trouve en plein dedans, comme la Terre. Et donc, c'est pour cela d'ailleurs que longtemps on a cru trouver des traces de vie, des traces d'eau sur Mars, et on ne s'explique pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi on ne les trouve pas en fait, pourquoi on ne trouve pas réellement de traces d'eau, bien que des indices sur Mars. Ça dépend de l'évolution que la planète a connue. Les planétologues certes beaucoup là-dessus aussi, et on trouve de plus en plus de raisons pour expliquer cela. Mais toujours est-il que même si on arrive à détecter des planètes dans la zone habitable, ça ne veut pas dire qu'ils sont habités. Ça, c'est une précaution à prendre lorsqu'on fait ce genre d'études. Mais déjà, détecter et dire qu'on est dans la zone habitable est très important. Donc, mettons que quelqu'un nous observe de l'espace, de loin, d'une autre étoile, il va dire, eh ben, ce système-là, les terriens appellent système solaire, il y a 3 planètes qui sont habitables, qui sont dans la zone habitable. Si cette intelligence qui existe ailleurs est assez développée du point de vue de la technologie, ils ont des instruments très puissants, ils vont dire, eh ben, bien qu'ils soient dans la zone habitable, il faut aller chercher dans leur atmosphère, d'abord, est-ce qu'il existe des traces de molécules sans lesquelles la vie ne peut pas exister. Première molécule, évidemment, c'est l'eau. S'il n'y a pas l'eau, ben, la vie n'existe pas. Il n'y a pas que l'eau, il y a plusieurs autres molécules, mais l'eau est fondamentale. Donc, pareil, nous, on va faire pareil. On va donc chercher dans les autres planètes. Si on en arrive à détecter des planètes qui se trouvent dans la zone habitable, il va falloir essayer de caractériser leurs atmosphères. Voilà, donc là, je présente très brièvement des slides de Mars, par exemple. Vous voyez que c'est le contre-exemple parfait entre habitable et habité. Mars est dans la zone habitable, mais elle n'est pas habitée. Voilà, donc on va chercher ailleurs. On va aller plus loin. Parce que nous avons fait le tour de notre système solaire, il y a pratiquement, on est sûr maintenant qu'il n'y a pas de vie ailleurs que sur Terre dans le système solaire. Et voilà, alors si vous voyez ici cette magnifique image qui montre la Voie lactée, la Voie lactée, elle a été expliquée, sondée, c'est une région du ciel où il y a beaucoup d'étoiles, parce que tout simplement, nous regardons, nous sommes dans le slide qui est là, je présente la galaxie, notre galaxie, une image de notre galaxie évidemment, ce n'est pas l'image de notre galaxie, c'est une image équivalente à notre galaxie. On n'est pas encore parti en dehors de la galaxie pour pouvoir nous prendre en image. Et donc, le Soleil se trouve dans l'un des bras spiraux de la galaxie. Et donc, si on observe dans la direction du centre de la galaxie, nous avons une quantité énorme d'étoiles et c'est ce qui constitue la Voie lactée. Voilà, donc on va chercher les planètes extrasolaires. Là, je fais un petit détour historique, mais je vais aller très vite parce que je n'ai pas le temps. Il y a eu beaucoup de... Vous connaissez
l'imagination des systèmes du monde géocentriques, puis héliocentriques, et puis tout ça a été battu en brèche pour dire que finalement, notre univers, il n'y a ni centre ni périphérie, tout est centre, qu'il est en expansion, etc. Mais là, on est resté là à se croire, nous, sur Terre, le centre de l'univers. Bon, après, ben, il y a eu Copernic, Galilée, Kepler, puis Newton, qui ont tous fait énormément évoluer la connaissance des systèmes planétaires et donc ont commencé à se poser la question de dire eh ben, est-ce qu'il n'y a pas de planètes ailleurs? Ça, j'ai ici deux citations, celle d'Épicure déjà, qui date de 300 avant Jésus-Christ. Et je vous lis, donc, ce qui se posait comme question, ce n'est pas seulement le nombre des atomes, c'est celui des mondes qui est infini dans l'univers. On doit admettre que dans tous les mondes, sans exception, il y a des animaux, il y a des plantes et tous les autres que nous observons. On sait que ce n'est pas vrai pour certains mondes, en tout cas de ce qu'on est en train de découvrir en ce moment. Et Christian Huygens, au XVIIe siècle, la nature des étoiles et celle du Soleil est la même. C'est important. Qu'est-ce qui empêche maintenant de penser que chacune de ces étoiles ou Soleil a des planètes autour d'elle et que ces planètes, à leur tour, sont pourvues de lunes? Vous voyez qu'au XVIIe siècle, on a commencé à approcher la question. Alors, Giordano Bruno, que vous connaissez aussi, qui a été brûlé pour ses idées concernant le fait que nous ne sommes pas le centre du monde, eh bien, il écrivait qu'il y a d'innombrables soleils et d'innombrables terres tournant autour de leur soleil, de la même manière que les 7 planètes de notre système. Et puis Newton, qui dit que si les étoiles fixes sont les centres du système similaire, ils seront tous construits selon un modèle similaire sous réserve de la domination de l'un d'entre eux. Vous voyez? Alors après, il y a tout un historique. Il y a quelques publications qui remontent à 1838, où on a commencé à dire, ça y est, on a découvert la première planète extrasolaire. Mais début du XVIIIe siècle aussi, il y a eu Bessel qui a participé à une étude aussi pour dire que nous pouvons voir une exoplanète qui en fait finalement s'est avéré simplement que c'est un système d'étoiles binaires. Alors les premières recherches réellement sur les exoplanètes, c'est difficile de mettre des dates fixes, mais on peut dire que ça remonte aux années entre 1901 et 1995, où il y a eu en 1963 déjà la première publication, disons, sérieuse dans la même revue, dans Astronomical Journal, et qui pense avoir trouvé une exoplanète, mais toutes ces observations ont été refutées. Alors c'est vers 1960, en fait, 1952 plus particulièrement, Otto Struve a, pour le premier, commencé à réellement dire quelles sont les méthodes qu'il faut utiliser et qu'il a proposé en particulier la méthode de la vitesse radiale et des transits pour détecter les exoplanètes de courte période. Alors la vitesse radiale a été mise à profit après, en 1989, par exemple, David Latham a pensé avoir découvert la première période aussi, mais ça s'est avéré faux également. En 1992, alors là c'est un pulsar, c'est encore une étoile qui pulse et qui, par sa pulsation, a longtemps semé le doute sur le fait qu'en fait, elle est due à l'existence d'une planète autour d'une étoile. Donc, voilà. Alors il faut attendre 1995 pour réellement avoir la première détection confirmée, sans aucun doute, de la première exoplanète par la méthode de la vitesse radiale. Donc c'est une découverte qui a été faite par Michel Mayor et Didier Queloz, qui font partie de l'Observatoire de Genève
et qui ont opéré sur un spectrographe qui s'appelle ELODI, qui se trouve à l'Observatoire de Haute-Provence. Et donc, c'est grâce à cet instrument-là, un télescope d'1,93 m avec un spectrographe, qu'on a pu mesurer avec précision le décalage dû à la vitesse radiale et qui a laissé supposer l'existence donc de cette première exoplanète. Là, j'en suis à montrer des graphes, je ne sais pas si vous les voyez, de l'explosion du nombre de découvertes des exoplanètes par les différentes méthodes. Et il y a une animation. Alors, j'espère que l'animation va passer vu le... Est-ce que vous voyez une animation là avec le nombre de planètes qui sont détectées? Là, on est sur le graphique. Non, vous ne les voyez pas. Là, ça va, ça va. Là, ça va. Si, ça va. Voilà. Donc, voilà le nombre de planètes découvertes avec en couleur les différentes méthodes. Donc, je m'arrête un petit peu et vous voyez que vers ces dernières années, ça a explosé. Alors, c'est des détections indirectes, toutes ces méthodes, la plupart de ces méthodes. Mais la question que les humains se posent, c'est je veux bien voir pour croire. Et donc, voir, c'est pouvoir prendre des images, des photos. Et ça a été fait. Alors, maintenant, je l'expliquerai par la suite, c'est très, très difficile. Mais il y a une méthode de pouvoir, parce que tout simplement, les étoiles sont beaucoup, beaucoup plus brillantes que les planètes. Ils ne font que réfléchir l'image de l'étoile. Et donc, évidemment, quand on s'éloigne, quand on est loin de l'étoile, on ne va percevoir que la lumière de l'étoile. Donc, il faut utiliser une technique qu'on appelle coronographie. Il faut cacher l'étoile pour pouvoir voir ce qu'il y a autour. Et donc là, la première étoile a été, là aussi c'est une animation, voilà, le premier système planétaire a été observé, c'est HR 879, qui est une étoile variable et autour duquel on a pu imager en 2008, grâce au télescope Keck et Gemini, qui se trouve Keck qui se trouve à Hawaï, Gemini, il y a deux télescopes, un à Hawaï et un aux États-Unis. Et donc, grâce à ces télescopes qui sont de grands télescopes de 10 mètres, actuellement, la classe des 10 mètres, c'est le plus grand des télescopes, si on exclut évidemment le Very Large Telescope qui est constitué de 4 télescopes de 8 mètres. Et donc, vous voyez là, dans cette animation, les photos qui ont été prises entre 2009 et 2016 de ce système, qui montrent clairement que les étoiles orbitent, les planètes, orbitent autour de cette étoile HD 8790. Voilà, je passe à la suite. La suite, elle va montrer, on montre ici les candidats. Il y a plusieurs candidats de planètes qui répondent aux conditions que nous se sont posées sur leur distance par rapport aux étoiles et donc leur situation dans les zones habitables. Mais très vite, il a fallu passer à autre chose, c'est-à-dire non seulement dire que ça se trouve dans la zone habitable, mais détecter dans leur atmosphère la possibilité ou non d'existence de molécules qui sont signature de l'existence de vie. Donc là, c'est la spectroscopie. Oui. Zoher, s'il te plaît, je m'excuse, on a encore 5 minutes parce qu'il y a une marge de temps qu'il faut respecter. Ma Webex. Ok. 5 minutes, ça te va 5 minutes, ça te va 5 minutes En 5 minutes, je vais bypasser beaucoup de choses. Je suis désolé. Il faut quand même que j'arrive à une conclusion, c'est-à-dire la dernière découverte. Là, je montre simplement une image qui montre comment est-ce qu'on peut, à partir de l'analyse de la lumière du Soleil par spectroscopie, détecter l'existence de certains composants, l'hydrogène, le sodium, le calcium. Donc, on applique la même chose aux exoplanètes et on compare au spectre
que nous avons, le spectre terrestre que nous connaissons, où nous avons de l'ozone, par exemple, du CO2 et de la vapeur d'eau, de H2O. Donc, on essaye d'étudier cela. Évidemment, par la méthode directe, c'est exclu, vu la difficulté que nous avons déjà à seulement détecter ces images-là. Et vous voyez, voilà, je montre une image de là qui illustre très bien. Lorsque vous voyez un phare, lorsqu'il est éteint, il y a une petite lampe à côté qui est allumée, mais lorsque le phare est allumé, on ne voit plus la petite lampe. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'on est passé à ce qu'on appelle la spectroscopie du transit, où il s'agit d'étudier le transit des exoplanètes, mais à plusieurs longueurs d'onde. Et à partir des courbes, des diverses courbes obtenues à plusieurs longueurs d'onde, on essaye de déterminer, par différenciation, la possibilité d'existence donc des molécules, de certaines molécules qu'on appelle biomarqueurs et qui renseignent sur l'existence. Alors on met à profit le fait que nous connaissons les transits, que nous connaissons par exemple Mercure, lorsqu'elle passe devant le Soleil, nous pouvons voir son transit et faire de la spectroscopie différentielle sur les images obtenues pour détecter l'atmosphère de Mercure. Et donc, comme Mercure, on connaît bien son atmosphère, parce qu'il y a des sondes qui sont parties in situ, on peut dire, voilà la comparaison entre ce qui est mesuré et ce qui est détecté par cette méthode. Voilà, alors cette méthode a donné des résultats très, très probants, très, très intéressants. Et donc, nous, à l'Observatoire de Leucke-Hindel, voilà, je passe sur les détails. À l'Observatoire de Leucke-Hindel, nous nous sommes dit que, bon, on veut bien investir ce domaine de recherche de vie aussi, et donc de recherche dans les atmosphères des exoplanètes. Ne pas faire seulement que les découvrir, mais chercher dans leur atmosphère. Et donc, on s'est intéressé à voilà, plusieurs. Voilà. Là, je vous montre dans ce slide, la TRAPPIST 1 est beaucoup plus petit que le Soleil. Il est 10% de la masse du Soleil et 10% pour la taille du Soleil. Donc, 12%, pardon. Donc 8% en masse et 12% en taille. Donc vous voyez, sur ce slide-là, il est pratiquement aussi grand que Jupiter. Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. Donc il est plus facile de l'observer. C'est ce qu'on appelle une naine rouge. Et donc au voisinage des naines rouges, on peut plus facilement faire ces études-là de spectroscopie. Donc je passe sur les découvertes, sur la découverte de TRAPPIST, sur l'historique de la découverte. D'abord, on a pensé que c'était 3, et puis il a fallu faire des observations détaillées avec en particulier le télescope Spitzer, qui nous a permis de dire qu'en fait, il y a 7 planètes et que nous avons, d'autres études ont montré qu'à partir de ces planètes, nous avons tracé une sorte de carte de dégazage de l'hélium, et donc l'existence d'une exosphère et donc l'existence d'une atmosphère, en plus des études sur leur possible existence aussi de champs magnétiques autour de ces étoiles. Voilà. Donc cette méthode, nous l'avons appliquée dans une étude récente que nous avons démarrée il y a maintenant 2 ans sur la possibilité du futur James Webb Space Telescope, qui est un télescope le plus grand, le plus puissant surtout des télescopes qu'on va avoir dans ces prochaines années, dans les 2 prochaines années, pour pouvoir détecter des atmosphères qui ressemblent aux atmosphères de la Terre, comme vous le voyez dans cette courbe-là. Alors le James Webb Space Telescope, on le montre ici en comparaison avec le télescope Hubble. Il fait 6,5 mètres de diamètre, alors que Hubble n'en fait que 2,4. Et évidemment, la technologie aidant, il est équipé de caméras très performantes. Voilà. Le télescope, on le connaît, les caméras, on les connaît, on connaît les caractéristiques des caméras, et donc on peut faire des études de simulation, et il y a maintenant des méthodes qui sont développées pour simuler ce que la caméra embarquée au bord de ce télescope peut détecter, peut observer. Ça dépend évidemment de sa caractéristique, ça dépend des longueurs d'onde, ça dépend de la puissance, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, on input dans le modèle, on a beaucoup de paramètres, et après, le modèle va nous sortir
des courbes, comme vous le voyez dans la publication que je vous montre ici, dont le premier auteur est Jamila Chouka. Alors, Jamila Chouka, j'ouvre une parenthèse, je ne sais pas si vous la voyez dans ce slide, elle a passé un stage d'1 mois à Harvard, dans une équipe spécialisée dans les études des planètes, en fait, des atmosphères des exoplanètes. Et donc, elle a pu, disons, se confronter avec les chercheurs de cette équipe-là pour acquérir les méthodes nécessaires. Mais je souligne bien qu'elle n'a passé qu'1 mois là, à Harvard et après, elle est venue faire son étude ici, dans le laboratoire d'astrophysique et de physique des hautes énergies, sur un système qui s'appelle le TEOI 270. C'est une étoile avec au voisinage une super-Terre et 2 sub-Neptune, on dit des étoiles qui sont plus petites que Neptune. Et donc, là, cette découverte a été faite aussi en coopération avec TRAPPIST-Nord, qui se trouve à l'observatoire de Loukhéimde. Donc, l'observatoire a participé à la découverte de cette planète, en fait, pas à la découverte, à sa confirmation. La découverte a été faite par le télescope TESS, encore un autre télescope qui est venu après Kepler et qui a montré, qui est en train de faire des découvertes innombrables sur l'existence de plusieurs exoplanètes. Donc, nous avons participé à l'observatoire à la détection de cette planète et aussi à les études donc, qui ont lieu et surtout à cette étude qui est considérée comme une première sur l'atmosphère des exoplanètes de ce système, mais pas en observation, parce qu'on n'en est pas encore là, mais en simulation de ce qu'on pourrait voir avec le télescope. Alors, je dirais presque que c'est plus important si ce n'est pas aussi important que l'observation. Parce que pour que l'observation soit efficace avec un télescope qui coûte des milliards, qui coûte 3 à 4 fois plus le budget global de certains pays, et il faut vraiment ne pas perdre de temps à observer des candidats où ce n'est pas intéressant et où on risque de ne rien trouver. Donc les études de simulation qui ont lieu avant sont très importantes et très attendues par la communauté scientifique. Donc voilà, donc ce système-là, en utilisant la capacité de James Webb Space Telescope, on a donc cherché le potentiel pour ce télescope avec ses caméras qui s'appellent NIR6, NIRSpace et MIRI, qui sont dans le proche infrarouge et dans le moyen infrarouge, pour détecter et caractériser l'atmosphère des subneptuniens, des planètes subneptuniennes de ce système-là, parce qu'elles sont dans la zone habitable et où on peut détecter la présence de molécules, de biomarqueurs. Et donc, voilà le système, je le montre dans cette diapositive, avec les rayons, la masse et la température effective de l'étoile par rapport à celle du Soleil. Vous voyez qu'il est un peu moins que la moitié du Soleil en termes de rayons et de masse, que la température est moitié aussi de celle du Soleil, et que les planètes que vous avez ici, autour, il y a les planètes B, C et D. Vous savez qu'on donne dans l'ordre de proximité les lettres à partir de B. La lettre A est réservée à l'étoile. Donc, à partir de B, il y a la première étoile la plus proche, la première planète la plus proche de l'étoile, et puis C et puis D. Donc, les planètes que nous avons, nous, investiguées par cette étude, c'est les planètes C et D qui sont des subneptunes. Voilà, et donc voilà leurs caractéristiques. Et voilà les caractéristiques des instruments, donc des caméras que nous avons utilisées. C'est ces caractéristiques-là que nous mettons dans le modèle pour qu'ils puissent nous dire, ces caméras, qu'est-ce qu'elles sont capables de détecter et avec quelle marge d'erreur. Parce que le rapport signal sur bruit est très important dans ces considérations-là. Et donc voilà les principaux résultats auxquels nous avons abouti par cette étude qui a été publiée la semaine dernière, en fait.
et qui donne, donc en fonction du signal sur bruit que nous nous fixons, quel nombre de transits est-ce qu'on doit avoir pour pouvoir détecter telle ou telle molécule. Par exemple, si je passe sur les autres détails et que je m'arrête à la conclusion de la fin de cette diapositive, pour H2O, donc pour trouver le spectre de H2O, avec un signal sur bruit de 5, il faut pour la planète C 2 passages, 2 transits, et pour la planète D, 3 transits. Donc, il faut effectuer 2 transits pour la planète C et 3 pour la planète D pour pouvoir détecter l'eau sur cette planète-là. Donc vous voyez que maintenant, l'équipe qui va monitorer le télescope, ils ont une feuille de route grâce à une équipe marocaine ils vont la tenir certainement en compte pour dire, eh ben, on va faire 2 transits et on va bien voir si ce que les Marocains ont dit est vrai pour la planète C. Voilà. Voilà. Et donc, derrière la recherche de la vie ailleurs, il y a aussi la question de dire que si on est capable d'observer les systèmes exoplanétaires, ça nous permettra à nous de mieux comprendre la formation du système solaire lui-même. Parce que le système solaire, on ne peut pas l'observer, si vous voulez, dans son évolution historique à long terme. On observe du système solaire que ce qu'on observe dans les 1, 2 générations, voire 3 générations. Mais si on veut remonter à des millions d'années, à des milliards d'années, eh ben, le laboratoire qui peut nous offrir ça, c'est le laboratoire Univers, puisqu'il y a plusieurs systèmes d'exoplanètes à différents stades d'évolution. Donc, on peut retracer, grâce à ces études-là, l'histoire du système solaire lui-même. Voilà. Donc, c'est une opportunité aussi de revisiter notre système solaire à partir des résultats obtenus. Alors maintenant, une question à laquelle je n'ai pas répondu et qui est évidemment fait beaucoup l'actualité, c'est de dire est-ce qu'il y a une intelligence, pas seulement une vie, mais une intelligence ailleurs. Et évidemment, cette question suppose que nous pouvons rentrer en contact avec cette intelligence si elle existe et trouver soit des traces de communication radio ou autre. Alors, il y a un programme qui s'appelle SETI at Home. C'est SETI, comme ça se prononce, SETI, @home. Il suffit de le taper et ça vous permet en fait d'utiliser votre PC, même si vous n'êtes pas spécialisé, de mettre à disposition votre PC pour qu'il puisse... maintenant, il y a beaucoup de programmes gourmands en mémoire de calcul qui font appel à cette technique, c'est de pouvoir utiliser le temps où votre PC n'est pas utilisé par vous-même pour le calcul, mais allumé quand même, pour pouvoir utiliser sa mémoire pour faire des calculs très nombreux, justement, sur des grands nombres, pour pouvoir détecter. Donc, tout le monde peut participer avec son PC à cette aventure-là de la recherche de vie intelligente ailleurs. Alors évidemment, la question aussi qui se pose, est-ce qu'on peut envoyer des sondes sur les exoplanètes? Alors, là, on en est vraiment encore loin. Et c'est pour ça que je mets ici dans un futur lointain, voire très lointain, pourquoi ne pas imaginer des systèmes de propulsion, etc., qui peuvent nous permettre d'envoyer une sonde dans les systèmes des exoplanètes. Donc voilà, merci pour votre attention. Je vous demande à tous, les chercheurs comme le public, de soutenir les efforts de l'Observatoire de l'Okéimden et en particulier, en ce moment, de soutenir la fondation Atlas Dark Sky Reserve qui a pour but de préserver l'acquis qu'est l'Observatoire de l'Okéimden et de créer une réserve autour pour garder le ciel propre, entre guillemets, en fait, pour combattre la pollution lumineuse et pour avoir donc une survie de l'Observatoire dans cette réserve-là. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Serouz. C'est à toi, Youssef. Ismaël, vous pouvez dire un mot avant que je pense à la parole. Écoutez, merci beaucoup, c'est Khaldoun. Nous sommes désolés pour les... Je pense que les figures étaient trop volumineuses parce que la dernière partie, la dernière demi-heure était parfaite. Il y avait 5 à 10 minutes où il y avait des grosses figures
qui ont mis un petit peu décalé un petit peu la présentation, mais merci beaucoup encore une fois. Je vais donner la parole à Youssef Tafé pour récolter des questions pour un jeu questions-réponses. Et puis après, je laisserai le soin à Youssef Tafé de clore la session. À toi, c'est Youssef. Merci beaucoup, Ismaël. Merci beaucoup, Sylvie, pour cette excellente présentation. Personnellement, donc, au fil du temps, ce nombre de conférences qu'on a organisées, donc à chaque fois, on apprend des choses sur démarrage et le début de notre vie. Donc, on a vu avec pour la première conférence avec. C'est Youssef, on t'entend mal. On t'entend très mal, oui. Allô, vous m'entendez bien maintenant? C'est bon? Ça va mieux. Alors voilà, donc je disais que durant l'ensemble de ces présentations d'une conférence, on a eu l'occasion de voir aujourd'hui la troisième conférence qui traite l'histoire du début de la vie. Donc on avait avec le docteur Gnawi durant la première conférence l'évolution de la vie depuis les bactéries jusqu'aux formes les plus complexes qui sont les dinosaures. On a vu aussi avec le professeur Chinawi l'évolution et toute l'histoire, je dirais la belle histoire des météorites. Et aujourd'hui, on a eu l'occasion de voir les choses avec un autre angle de vue, avec le professeur qui utilise là des outils aussi sophistiqués pour pouvoir détecter l'existence ou non de l'eau, qui est un indicateur en France, si je ne me trompe pas, de la vie dans d'autres cieux. Alors, donc, la partie questions-réponses, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc on va essayer de prendre 5 premières questions. Donc, je viens d'activer la partie lever la main, donc s'il vous plaît, utilisez-la. Donc, et on prendra les premières personnes qui lèvent la main. Donc, à vous, chers participants. Donc, l'option est activée. Il y a quelqu'un qui voulait poser une question et dire le Conti, je pense. Il a écrit sur le chat qu'il voulait présenter une question. Moi, ça lève la main pour qu'on puisse le voir et activer son micro. Donc, c'est à votre gauche. Il y a lever la main. Je vais la réactiver encore une fois. Moi, j'ai pas la main pour voir qui lève la main. Vous n'allez pas voir la main, mais surtout les participants qui ont cette option-là. À leur droite, donc ceux qui utilisent leur téléphone portable, ils doivent aller voir participants. Et là, ils trouveront l'option. En attendant, moi, je peux poser une question en attendant? Vas-y, oui, c'est ça. D'accord, c'est Zouher. Moi, je ne suis pas dans le domaine. Juste, je voudrais savoir quelle est l'approche que vous utilisez pour la prise de l'échantillon, pour faire l'analyse de la vie sur. Comment vous prenez, vous effectuez des mesures pour voir s'il y a de l'eau, s'il y a de l'oxygène, s'il y a des gaz, etc. Mais comment vous faites la prise? Nous, je suis expérimentateur chez quelqu'un qui travaille sur une paillasse. Maintenant, vous êtes travailler sur l'atmosphère à des millions de kilomètres de chez vous. Comment vous faites pour faire cette prise? Est-ce que c'est seulement spectroscopique ou il y a d'autres approches? Oui, merci Ismaël pour votre question. Le laboratoire des astrophysiciens, c'est l'univers. L'univers, on voit la paillasse. La vraie paillasse, c'est l'univers. Et donc, en fait, les moyens, c'est beau de dire ça, mais encore une fois, surtout pour les expérimentalistes, ils veulent toucher de la main, c'est ça. Alors, toucher de la main ce qu'il y a dans l'univers, nous, on le fait grâce aux images qu'on peut prendre. Donc, les images, c'est une source très fiable. D'ailleurs, en spectroscopie, en chimie, il y a maintenant des méthodes aussi pour faire de la spectroscopie, de l'analyse, les différents instruments qui se basent aussi sur des images. Donc, on prend une image et on la traite, on l'analyse. Donc, en analysant les images, alors je dis images, en fait, c'est des signaux. Il y a les images, et puis il y a les signaux radio
qui sont transformées en images, et puis il y a des images qui sont prises à plusieurs longueurs d'onde. Et donc ce signal est capté au niveau de la Terre, soit par les télescopes optiques, soit pour les télescopes infrarouges, comme on vient de le voir, par les télescopes X aussi, soit par les télescopes radio, pour avoir ce qu'émettent les objets stellaires dans les différentes bandes passantes. Et à partir de toutes ces informations, on est maintenant capable de les analyser et d'en faire des résultats qui sont fiables. Alors, comme je vous ai dit dans l'exposé, dans cette méthodologie-là, on a toujours besoin de validation. Donc, oui, on peut dire que moi j'ai observé, j'ai trouvé tel signal, et à partir de ce signal, je déduis que. Alors, ce je déduis que, normalement, a besoin d'être validé. C'est très difficile dans la recherche des atmosphères des exoplanètes de valider réellement les résultats. La validation se fait d'abord par les pairs qui sont dans le domaine et qui sont experts, qui vont vous dire oui, votre méthodologie est bonne ou non. Ça, c'est pas bon. Les conclusions que vous avez tirées ne sont pas bonnes. Et à partir, comme je vous l'ai dit, des échantillons, des choses qu'on peut prendre de chez nous, à côté de nous. Le spectre de la Terre, on le connaît. Donc, si on trace, on cartographie une atmosphère d'une exoplanète, on peut le comparer à celui de la Terre. Et le spectre de la Terre est connu puisque là, c'est accessible. C'est un vrai laboratoire puisqu'on peut envoyer des satellites et prendre des images de la Terre. Merci, voilà. Merci. Merci beaucoup, Zouhair. Et on va essayer d'être très bref, en termes de questions et de réponses aussi. Comme ça, on va prendre le maximum possible. Maximum possible. Alors, je donnerai la parole à Abdelmourid Abidi. Donc, présentez-vous et posez vos questions. D'accord. Bon, bonjour tout le monde. Je m'appelle Abidi Abdelmourid. Je suis docteur ingénieur en minéralogie. En ce qui concerne les roches sur Terre, pas au niveau de l'univers. Bon, j'ai une petite remarque. Tout d'abord, en ce qui concerne la procédure de recherche d'espaces propices à l'existence d'une vie dans l'univers. Monsieur le professeur disait que le modèle, c'est la Terre. Mais on sait d'après l'histoire des sciences que si on essaie d'analyser un nouveau paradigme, quand il y a changement de paradigme, on ne peut plus appliquer les mêmes outils d'analyse d'un ancien paradigme à un nouveau paradigme. Ce qu'on cherchait, effectivement, c'est l'existence d'une vie analogue, semblable, presque dans tous ses détails, à celle qui existe dans la Terre. Dans ce cas-là, je vois qu'il se peut effectivement qu'on n'a pas beaucoup de ressources et c'est vrai que ce qu'on a, c'est ce qu'on connaît sur Terre. Ça, c'est une première remarque. La question que j'ai, c'est concernant l'évolution de l'intelligence artificielle. En quoi cette évolution qu'on voit très rapide, en ce qui concerne l'évolution des capteurs et de toute l'intelligence artificielle, en quoi ça pourrait aider à restreindre effectivement la zone de recherche que vous continuez de voir, la zone de recherche pour, étant donné que l'univers est trop vaste, avoir une zone de recherche propice à l'existence de la vie. Merci, monsieur. Oui, merci, c'est Abdelmourid, pour vos deux questions très intéressantes. Oui, par rapport à la première, et donc par rapport au paradigme qui change, alors là, lorsqu'on se pose une question, il faut bien définir, et être précis dans la définition de ce qu'on cherche. Lorsqu'on dit on cherche la vie, il faut définir ce que c'est que la vie. Alors, s'il s'agit de la vie, comme on l'a défini, évidemment, nous, les terriens, c'est de pouvoir respirer. Alors, il faut de l'oxygène pour respirer. S'il s'agit de la vie telle qu'on la connaît, nous, comme on l'a défini, il faut de l'eau pour avoir de la vie.
Voilà, donc ce n'est pas beaucoup plus compliqué que cela. Évidemment, la recherche de la vie ailleurs ne veut pas dire qu'on va trouver des humains, pas forcément. Il y a différentes espèces de vie. On va peut-être trouver des formes de vie primitives, les amphibiens, etc. Ou alors, au contraire, des formes de vie beaucoup plus évoluées que la nôtre, une intelligence aussi qui s'est développée beaucoup plus que la nôtre. Mais il y a certains fondements qui sont ces biomarqueurs. On appelle les biomarqueurs. On s'est mis d'accord, les astrobiologistes, sur le fait de définir ce que c'est qu'un biomarqueur. Et à partir de ce biomarqueur, on utilise les méthodes que j'ai essayé de développer trop brièvement dans l'exposé pour pouvoir dire, conclure à l'existence ou non de ces biomarqueurs. La question de savoir comment ça a évolué, quel est le type de vie, etc., c'est évidemment toute une autre histoire. Mais non, l'intelligence artificielle, ça y est, c'est fait. Depuis évidemment longtemps, on utilise l'intelligence artificielle. En astronomie, en particulier en exoplanète, il y a 1 an, maintenant, on a annoncé à grand fracas la première exoplanète découverte par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que par un ordinateur. Ce n'est plus un chercheur, quelque part, ou une équipe de recherche qui a analysé une courbe de lumière pour dire, tiens, là, il y a une exoplanète, mais c'est un ordinateur. Oui, ben, on y arrive. Parce qu'il y a tellement d'exoplanètes maintenant, on va en trouver de plus en plus, des quantités énormes, et il y a tellement d'étoiles où on peut encore chercher que faire appel à l'intelligence, au big data, est sera très intéressant et apportera beaucoup d'informations importantes dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Donc, je passerai la main à une femme, donc Boutseina Rescrit. Donc, après, c'est 10 ans, juste pour qu'on prépare. Alors, Boutseina Rescrit, s'il vous plaît, présentez-vous. Et s'il vous plaît, on n'a pas encore assez de temps, donc rapidement, s'il vous plaît. السلام عليكم. وعليكم السلام. Salam كتسمعوني. Bon, Oustad, merci beaucoup pour votre présentation. Bon, je me présente, je suis Boutaina Resqi, je suis doctorante en chimie et en catalyse à l'université Hassan II de Casablanca, ancienne étudiante à Marrakech. D'ailleurs, j'étais membre du club de votre laboratoire et de l'association d'astronomie de Rabat. Bon, monsieur, ma question, il est sur la méthode des transits. En fait, combien de temps pour faire un transit complet devant une étoile concernée pour l'enregistrer? Ça vaut combien de temps du suivi? Et aussi pour la détection des planètes assez lointaines qui orbitent autour d'une étoile, est-ce qu'on peut bien sûr observer le transit maintes fois ou ça va être qu'une seule ou 2 fois sur plusieurs années? Est-ce que cette méthode elle est assez efficace pour détecter les petites planètes telluriques en fait, n'est pas les planètes géantes? Merci. Oui, mais merci pour votre question. La réponse est un peu aussi dans la présentation, bien que trop rapidement. Alors, ça dépend, évidemment, ça dépend de beaucoup de choses de pouvoir observer un transit. D'abord, ça dépend de la période de la planète autour de son étoile. Si la période est très longue, évidemment, le temps de passage, je vais dire, s'il est trop long, la courbe de lumière, on ne peut pas la voir en entier, on va pouvoir voir qu'une portion. Il faut aussi que l'étoile qu'on observe puisse se lever pendant la nuit. Évidemment, ça élimine beaucoup de candidats. Donc il y a beaucoup de conditions et c'est ces conditions-là qui sont rassemblées dans une base de données, database pour les exoplanètes, qui disent voilà les candidats possibles en fonction de la visibilité de l'étoile à telle heure et en fonction des périodes attendues pour ces étoiles-là. Donc, nous, à l'Observatoire de Lockheed, il nous arrive que souvent, par exemple, pour TRAPPIST, en une seule nuit, puisque
les planètes du système TRAPPIST tournent rapidement autour de leur étoile, en une seule nuit, on peut avoir un transit complet. Et on peut avoir aussi des transits partiels, mais qui sont assez longs pour pouvoir déduire la courbe de lumière, la courbe du transit en entier. Voilà, donc ça dépend de la période de l'étoile, ça dépend de sa visibilité, ça dépend de la distance pour dire pendant combien de temps est-ce qu'on peut voir le transit. Il y avait une question de dire, pour les planètes telluriques, est-ce que c'est possible de les voir? Les planètes trappistes sont telluriques. Mais, comme je l'ai dit dans l'exposé, on a pu les voir, entre guillemets, les détecter, puisque c'est des planètes qui sont autour d'une naine rouge, c'est-à-dire d'une étoile qui est la taille d'une planète du système solaire, de la taille du Jupiter. Elle est 10% en gros de la taille du Soleil, et donc beaucoup moins lumineuse. Donc pour ces étoiles-là, oui, on arrive maintenant avec même les petits, entre guillemets, télescopes, c'est-à-dire de la classe de 60 cm. Maintenant, le programme Speculos, c'est des télescopes de 1 mètre, il est dédié qu'à ces planètes, qu'à ces étoiles-là. Le programme Speculos, dont TRAPPIST fait partie, est dédié aux étoiles naines, en général, aux naines rouges en particulier, ultra froides, pour pouvoir voir, détecter en détail ces planètes. Donc, la question, ce n'est pas de l'existence ou pas de ces planètes, mais de pouvoir les détecter, et ceci dépend et de la technologie qu'on met en place, de la puissance du télescope qui observe, et aussi de la nature de l'étoile. Voilà. Non, c'est accessible. On arrive, Kepler, on arrive à trouver des étoiles, des exoplanètes telluriques à partir aussi de ce qu'a trouvé le télescope Kepler particulier, mais pas seulement. Merci beaucoup, César. Il nous reste 3 minutes. Donc, on aura la dernière question. C'est Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, merci beaucoup, César. Bonjour. Alors, Zadi, donc je suis géologue et professeur à l'école des mines de Rabat. Moi, j'ai juste une petite question, c'est que bon, c'est la loi de Drake qui définit normalement la probabilité d'existence de vie ou d'intelligence donc dans l'univers. Bon, il avait donné un chiffre, une marge un peu très grande, entre 1 et 10 puissance 9, si mes souvenirs sont exacts. Alors, avec ces nouvelles découvertes, est-ce que cette loi est toujours, disons, si on peut l'appeler loi, est toujours valable? Merci. Oui, la loi est toujours valable, elle a été démontrée, mais la question, comme je l'ai dit au début de la conférence, il y a deux approches. Il y a l'approche qui va plus se baser sur le dénombrement, sur le calcul de probabilité par rapport à des lois qui sont plus ou moins démontrées pour le système que nous connaissons le plus, le système solaire. Mais il y a l'approche puriste et pure scientifique, c'est de dire que je vais essayer au mieux que je peux avec les instruments les plus performants d'aller réellement observer, pas seulement utiliser de la théorie comme celle de Drake et autres. C'est d'aller détecter, et puis une fois que c'est détecté, aller faire de la spectroscopie du transit par exemple, voire de l'imagerie par la suite, pour pouvoir réellement mesurer et avoir quelque chose de concret entre les mains. Merci. Merci César. Merci à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, César. Donc, je pense que notre conférence touche à sa fin. Je ne veux pas oublier à remercier les journalistes de la presse nationale qui nous ont contactés d'ailleurs pour participer et aussi pour communiquer autour de cette initiative qui a commencé à prendre son image à l'échelle internationale. Je vous remercie infiniment pour l'intérêt que vous portez à notre initiative. Pour les amis qui n'ont pas pu poser leurs questions, on s'excuse vraiment, mais ce n'est pas raté parce que je vous invite à de s'inscrire au site de Réseau Forestnet. Donc, je vous ai déjà écrit le lien vers le Réseau Forestnet. Inscrivez-vous. Bientôt, on activera un forum
questions-réponses. Là, on aura l'occasion de revoir encore une autre fois Sibel Khaldoun pour qu'il réponde à vos questions. Et d'autre part aussi, la présentation qui est enregistrée, qui sera diffusée au niveau du site très bientôt. Bien sûr, c'est valable pour l'ensemble des conférences qui ont été organisées aujourd'hui. Donc, concernant les attestations de participation, donc, je vais partager le lien de quiz qui ne marche pas maintenant. Il sera activé une fois le meeting est fermé et il sera activé pendant seulement 1 heure. Donc, s'il vous plaît, parce que je reçois beaucoup de réclamations et parfois même des gens qui n'ont pas participé qui me réclament. Le lien, s'il vous plaît, on ne va pas partager ça par mail. Elle est partagée au niveau du chat et il va être activé dans quelques instants et puis désactivé d'ici 1 heure. Je vous remercie beaucoup, Sismaël, encore une autre fois pour cette excellente. Merci à vous. Ismaël, vous avez d'autres choses à dire? Je voudrais juste remercier tout le monde pour l'organisation. Merci Zouher Khaldoun de nous avoir consacré cette belle après-midi pour nous ramener vers les étoiles. Une étoile qui nous ramène vers les étoiles. Donc merci beaucoup et c'est Zouher. Nous avons eu l'exclusivité d'avoir des informations sur les nouvelles découvertes. Et les amis, c'est rendez-vous vendredi prochain, c'est-à-dire dans 2 jours. Un nouveau intervenant, c'est professeur Naoui. Cette fois-ci, on va quitter les étoiles pour parler de l'énergie. La prochaine présentation sera portée sur les cellules solaires, photovoltaïques et photoélectrochimiques, s'inspirer de la nature pour la transition énergétique, animé par le professeur Ahmed Naoui de RSN à 15h pile. Donc, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de copier le lien du quiz. Merci à tout le monde et à très bientôt. Est-ce que tu peux remercier aussi notre ami Zouher, quand même, qui non simplement nous a évité le déconfinement, mais avec le déconfinement, il nous a envoyés dans les étoiles. Hein. On a quitté la Terre. Merci Zouher. Merci Zouher. C'est un bon déconfinement. Merci beaucoup. C'est bon confinement. Ça nous permet aussi de déconfiner un peu. Merci à vous. Un bon déconfinement. Merci beaucoup. Merci à vous, l'équipe de Forest Nest.